Ok, bon, bonjour à tous. Désolé à ceux qui sont obligés de suivre cette conférence en visio, hein, parce que l'amphithéâtre est trop petit pour accueillir tout le monde. Et donc, simplement pour votre information, dès la semaine prochaine, et pour les 3 autres séances, les cours auront lieu dans l'amphithéâtre où nous étions les semaines précédentes, et donc qui est un peu plus grand. Et donc, après, normalement, il y aura assez de place pour tout le monde. Donc c'est le 4e cours de la série dans le cadre de la chaire Avenir commun durable. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler des températures et de la hausse des températures sur les dernières 200 ans. Alors en fait, là on a une mesure finalement climatologique, hein, on s'intéresse à la variation des statistiques, et donc quand on parle de statistiques, on parle bien de climat, mais pour faire ça, en fait, on va essentiellement utiliser des mesures qui sont à visée météorologique. Ce sont des mesures qui ont été utilisées essentiellement pour faire des prévisions météorologiques. Alors, en fait, traditionnellement, quand on parle de température au sol, on parle de la température de l'air à 2 mètres. Vous allez voir que ce n'est pas forcément pareil sur les océans, mais en tout cas, sur les terres, c'est la température de l'air à 2 mètres. Et vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez une carte ici de la France des stations qui mesurent la température pratiquement en permanence. Vous voyez qu'on a une mesure qui est extrêmement dense. Et donc, on n'a aucun problème aujourd'hui pour avoir une mesure qui est une moyenne qui est représentative, qui est correctement représentative. Alors, il n'en a pas toujours été ainsi. Évidemment, dans le passé, il y avait beaucoup moins de stations d'observation. Et donc, justement, là, je vous montre un petit peu une carte en fait, qui vous montre là où il y a eu des stations de mesure qui ont permis de faire ces estimations de la température moyenne de la Terre. Et donc, vous voyez en gros que typiquement depuis les années 60, c'est quand même la Terre, alors l'Europe bien sûr, mais aussi, vous voyez qu'en Afrique, on a quand même déjà pas mal de stations. Et vous voyez que par contre, lorsqu'on remonte dans le temps, eh ben, le nombre de stations est quand même beaucoup plus réduit. Donc, bien évidemment, ça va être plus compliqué pour faire des moyennes représentatives. Sur ces graphes-là, hein, donc tout ça, c'est des graphes qui sont tirés d'un article qui justement analyse un petit peu quelles sont les incertitudes sur l'estimation de la température moyenne de la Terre. Et donc, il regarde sur ce graphe-là, c'est la durée, enfin pour une station donnée, la durée sur laquelle on a des observations. Et en fait, bon, avec une limite à 20 ans, hein, parce qu'il a été décidé justement que ça n'avait aucun sens en fait, de prendre des stations qui n'avaient pas une durée d'enregistrement longue. Donc vous voyez que typiquement ce nombre de stations, aujourd'hui on en a à peu près 20 000, et puis simplement on avait seulement à peu près 5 000 stations dans les années 70 et encore moins avant. Ensuite, quand on regarde, donc ça c'est le nombre de stations, et puis ici vous avez la fraction des terres qui sont à moins de 1200 km d'une station, parce que généralement quand on a une mesure, en tout cas une mesure de l'anomalie de température à un endroit donné, eh ben, ça va nous renseigner sur cette anomalie quelques centaines de kilomètres plus loin. Je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Et donc vous voyez que là aussi, en gros, depuis à peu près 1950, eh ben, il y a plus de 80, il y a typiquement 90% des terres dans l'hémisphère nord qui sont couvertes, et puis à peu près 80% des terres dans l'hémisphère sud qui sont couvertes, mais c'était beaucoup moins en particulier dans l'hémisphère sud, typiquement avant 1940-1945. Alors, typiquement, une question qui revient souvent, c'est bien joli d'avoir une station à un endroit donné. Par exemple, à Paris, on a une station à Paris-Montsouris hein, depuis bien avant, depuis 1850. Et la question de savoir, est-ce que vraiment on est en train de mesurer quelque chose qui est représentatif de la grande échelle, ou en fait, les stations étant proches des villes, eh ben, finalement, on va avoir un effet qui est l'extension de la ville, simplement, qui va entraîner un réchauffement.
Donc c'est bien sûr une question importante, et donc il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits là-dessus. Et donc là, je montre des résultats qui viennent de cette publication, la Wickham et al. 2013, mais il y a des conclusions similaires qui ont été obtenues par Hansen en 2010. Et donc ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont séparé les stations en deux groupes. Ils ont utilisé des observations spatiales pour voir un petit peu les extensions urbaines, et puis ça leur a permis de séparer les stations qui sont vraiment au milieu de nulle part, et puis celles qui sont effectivement proches des villes où potentiellement il y a un impact de l'urbanisation. Et donc ils ont regardé un petit peu la tendance de l'augmentation des températures pour ces deux types de stations, et en fait ils ne voient pas tellement de différence, voire même en fait les stations qui sont proches des villes ont tendance à se réchauffer moins vite que les stations qui sont vraiment urbaines. Alors ça c'est peut-être un résultat un peu contre-intuitif, parce que tout le monde sait bien que lorsque vous êtes sur un parking, il fait beaucoup plus chaud qu'ailleurs. Mais enfin, les zones urbaines, ce n'est pas que des parkings. Il y a aussi des parcs, il y a aussi des zones qui sont irriguées. Et par conséquent, il peut y avoir aussi, il n'y a pas seulement des effets de réchauffement, il y a aussi des effets de refroidissement. En tout cas, voilà, l'argument qui est de dire il faut faire super attention aux stations qui sont proches des villes. Certes, il faut faire attention, il faut en tenir compte, mais en tout cas, quand on regarde vraiment de manière quantitative ces observations, il n'y a pas d'effet urbain qui est vraiment manifeste, en tout cas en moyenne. C'est peut-être le cas sur quelques rares stations, mais ce n'est pas vrai sur la moyenne. Alors sur les océans, c'est un peu différent. Il y a beaucoup moins d'observations, ou en tout cas les observations sont beaucoup moins denses. Il y a beaucoup moins d'endroits où on fait des choses. Et puis d'autre part, en fait, on ne mesure pas directement, on mesure pas la même chose. En fait, il y a finalement assez peu de mesures de la température de l'air. Et puis en plus, quand on fait des mesures de l'air, là pour le coup, il y a toujours l'environnement du bateau, le bateau lui-même qui réchauffe, et donc ce n'est pas forcément une bonne mesure de mesurer la température de l'air sur le bateau. Donc en fait, ce qui est fait sur les océans, c'est plutôt de regarder la température de l'eau, de la surface, qui elle est vraiment très proche de la température de l'air. Donc de tout temps, en fait, on a utilisé sur les océans la température de l'eau. Mais il y a plusieurs manières de mesurer la température de l'eau. Alors, dans le passé, en fait, en gros, on avait ces seaux, hein, donc on plongeait le seau dans l'eau, on le remontait à la surface, on attendait un peu, et puis on mettait le thermomètre dedans pour savoir quelle était la température d'eau. Et ça, en fait, on s'est aperçu que ça pose problème parce qu'il y a de l'évaporation. Quand il y a de l'évaporation, ça refroidit l'eau. Et par conséquent, il y a un biais de mesure, un biais froid, qui n'est pas facile à quantifier parce que le biais froid, il ne va pas être le même suivant le type de chose, suivant le temps qu'on va mettre avant de mettre le thermomètre dedans. Donc il y a vraiment un gros travail qui est fait pour essayer d'harmoniser ça. Et puis surtout, le problème, c'est que finalement, ce biais potentiel, il n'est pas homogène parce que autant dans le passé, vous voyez, en tout cas avant 1910, toutes les mesures étaient faites avec des seaux. Hein. En orange, c'est la fraction des mesures utilisables qui étaient faites avec des seaux. Et puis après, en fait, on a commencé à avoir des bateaux plutôt avec des moteurs, et donc les moteurs qui étaient refroidis, et en fait, on faisait du coup une mesure de la température à l'entrée du moteur. Donc il y avait un débit d'eau important, donc c'était a priori une bonne idée. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on continue à faire comme ça. Hein. Vous voyez que la fraction des mesures qui sont faites à l'entrée du moteur, c'est ce qui est montré en bleu. Aujourd'hui, on fait encore beaucoup, la plupart des mesures sont faites comme ça. On ne fait plus du tout, pratiquement plus de mesures par seau. Et puis par contre, il y a aussi des mesures, des thermomètres qui sont directement sur la coque du bateau. C'est ce qui est montré en vert. Donc une difficulté en fait dans l'harmonisation des mesures, c'est le fait qu'au cours du temps, les mesures ne sont pas faites pareil. Et donc comme je disais, en plus, les différents pays avaient différentes manières de faire, différents protocoles justement d'attendre plus ou moins longtemps avant de mettre le thermomètre dans le seau. Et donc il y a un gros travail d'harmonisation de ces mesures. Et là, par exemple, je vous montre le résultat d'un article assez récent, hein, justement de 2019, où ils ont repris tout ce qui a été fait, et puis ils se sont aperçus qu'il y avait des choses qui étaient pas bien faites avant, et qu'il y avait donc une nouvelle harmonisation qui était nécessaire, justement en prenant en compte que suivant
l'origine géographique des bateaux, les gens ne faisaient pas les choses exactement de la même manière. Et donc en prenant ça en compte, eh ben, ça a conduit à ce qu'ils corrigent un petit peu. Vous voyez, ça, on est en train de parler de ce qui s'est passé entre 1900 et 1940, hein, pas des années très récentes, mais qui ont conduit finalement à réchauffer un petit peu dans cette partie-là. Ça, c'est sur l'Atlantique Nord. Et puis sur le Pacifique Nord, où ce n'était pas forcément les mêmes pays qui faisaient le plus de mesures, bah, là aussi, il y a une correction qui est pas tout à fait la même. Voilà, donc tout ça pour insister que ça a l'air simple de mesurer la température, mais quand on est en train de chercher le dixième de degré, bah, c'est pas si simple que ça, quoi. Il faut vraiment faire très attention. Voilà, donc ça c'était les mesures, c'est pour insister sur les mesures par bateau. Aujourd'hui, en plus des bateaux, on a tout un tas de mesures sur les océans. En particulier, on a des bouées dérivantes. Donc vous voyez sur cette carte ici, la cartographie donc c'est au 21 octobre là, de cette année, donc il y a juste un peu plus d'un mois. Mais évidemment, le lendemain, les bouées, ce sont des bouées dérivantes, elles ne sont pas exactement au même endroit, donc vous avez une variation. Mais en tout cas, ces bouées dérivantes qui sont vraiment faites pour ça, faites pour mesurer la température de l'eau en surface, eh ben, elles nous apportent des données extrêmement précieuses et extrêmement bien calibrées. Là, pour le coup, au moment du design lorsqu'elles ont été construites, les chercheurs ont vraiment fait attention à être sûrs qu'on allait avoir des mesures qui soient vraiment très représentatives et précises à mieux que le dixième de degré. Et puis d'autre part, en fait, les Américains ont mis en place dans le Pacifique un certain nombre, donc là vous reconnaissez, les États-Unis sont là, l'Amérique centrale ici, l'Amérique du Sud, et puis là vous avez l'Australie. Ils ont mis en place tout un réseau en fait, de stations qui pour le coup sont ancrées, donc elles sont toujours à cette position-là. Là, l'objectif, c'est beaucoup de mesurer El Niño, le développement d'El Niño, qui se passe essentiellement dans cette région-là. Hein. C'est vraiment autour de l'équateur du Pacifique. Et donc, ce réseau de bouées nous permet d'avoir en fait, une mesure très précise du développement de El Niño. Donc du coup, la couverture sur les océans, pareil, hein, elle est allée en croissance dans le temps. Donc vous voyez un petit peu ce graphe qui montre un peu le nombre, en fait, ce n'est pas le nombre de mesures, c'est le nombre de zones, en fait, des zones qui font à peu près 5 degrés par 5 degrés, où il y a au moins 10 observations dans le mois. Donc vous voyez, en croissance, donc au début, tout était fait par des bateaux, et puis il y a de plus en plus des mesures qui sont faites par les bouées ancrées en rouge, et puis surtout les bateaux dérivantes, mais surtout les bouées dérivantes, en fait, qui nous apportent vraiment énormément de mesures. Et aujourd'hui, le total, c'est ce qui est montré en gris. Donc vous voyez qu'une grosse portion de ce qui est des mesures sont faites justement par ces bouées dérivantes. Mais n'empêche que ça veut dire qu'aujourd'hui, on a à peu près 70% des océans où on a quand même déjà une dizaine d'observations dans le mois. Donc on estime que c'est suffisant. Mais il y a encore 30% des océans qui ne sont pas couverts, où on n'a pas des observations, et donc on est obligé d'extrapoler les choses. Alors pourquoi on pourrait dire, la question c'est, est-ce que finalement, pour avoir une estimation fiable de la température moyenne de la Terre, est-ce qu'il faut mettre un thermomètre tous les kilomètres, ou est-ce qu'on peut se permettre d'avoir juste quelques thermomètres dans le monde? En fait, en pratique, on peut effectivement, on peut faire une estimation de la température moyenne de la Terre, même dans les années de 1900, alors qu'on avait très peu de mesures, parce qu'il y a une corrélation spatiale des anomalies. Alors pour vous montrer ça, justement, je vous montre un peu ces figures. En fait, ce sont les températures annuelles de la France. Alors pas de la moyenne France en entier, hein, mais de la France région par région, hein, parce que vous avez vu que sur la France, on a quand même une densité d'observation qui est assez grande. Et ce que vous voyez sur ces cartes, c'est que il y a la tendance au réchauffement qui est très nette, mais il y a aussi des années, même au milieu de la tendance au réchauffement. Vous voyez par exemple que 2013 était dans la moyenne, et puis 2010 était plutôt plus froide que la moyenne. Et j'insiste sur le fait que lorsque vous avez une année qui est anormalement froide à Lille, elle est aussi anormalement froide à Toulouse. Et puis quand vous avez une année qui est anormalement chaude à Brest, elle est aussi anormalement chaude à Strasbourg. Donc ça veut dire, tout ça pour dire que si vous avez un thermomètre qui est au milieu de la France,
eh ben, vous avez déjà une bonne estimation de la température moyenne de toute la France, même s'il y a quelques écarts. Hein. Vous voyez typiquement, voilà ici, en 1976, le nord de la France était plutôt un peu plus chaud que la moyenne, alors que le sud était plus froid. Alors ça dépend quelle moyenne on dit, mais globalement, vous voyez bien quand même qu'il y a une corrélation spatiale de ces anomalies, et c'est bien cette corrélation spatiale qui est utilisée pour arriver à agréger, à faire une estimation de la température du globe avec des mesures qui sont discontinues. Alors comment on fait? Il y a un peu deux mesures, il y a un peu deux grandes méthodes finalement pour faire ça. C'est que, en gros, vous regardez un petit peu tous les points sur Terre, enfin toutes les zones, par exemple, de 1 degré par 1 degré, puis vous regardez autour, est-ce qu'il y a des observations? Et puis, s'il y a des observations, vous moyennez les observations qui sont disponibles. Toujours, ce sont les anomalies de température qui sont moyennées. Et puis voilà, donc ensuite il y a une partie de la Terre qui est couverte et vous faites une moyenne de cette partie qui est couverte. Donc ça, c'est une manière de faire. Bien évidemment, il y a quand même un énorme travail par derrière pour justement prendre en compte les zones qui sont non couvertes, pour prendre en compte le fait que les stations, elles ont pu se déplacer, pour prendre en compte le fait qu'il y a pu avoir de l'extension urbaine, donc il y a une station qui devient vraiment pas acceptable, et puis il y a aussi des mesures aberrantes. Donc en fait, il y a quand même, dans ces grands principes, il y a aussi énormément de travail par derrière. Donc première méthode, hein, c'est on moyenne les anomalies, et puis une autre méthode, c'est de faire un petit peu ce qu'on fait en météorologie, c'est-à-dire qu'en météorologie, on prend toutes les mesures qui sont disponibles, pour contraindre un petit peu l'état d'un système à un jour donné. Et puis, c'est-à-dire qu'on bouge un petit peu l'état de l'atmosphère tel qu'il est décrit dans le modèle, et puis on fait avancer ça. Ensuite, on a les équations de la physique pour prévoir l'état de l'atmosphère à l'étape d'après. À l'étape d'après, on a éventuellement d'autres mesures, donc ça peut permettre de corriger encore un petit peu le modèle. Et puis voilà, donc ça, avec ces modèles de type météorologique, on a à tout instant une description entière de la Terre, et donc on peut en faire une mesure, une estimation en fait de la température moyenne de la Terre. Alors des choses comme ça, il y a plusieurs groupes dans le monde qui fait ça, hein, il y en a 5 ou 6. Moi, mon préféré, en fait, c'est celui-là, là, berkeley-earth.org. C'est un groupe qui, initialement, donc ce n'était pas des climatologues, à la base, c'était des physiciens qui étaient un petit peu sceptiques. Est-ce que vraiment, typiquement, est-ce qu'il y a un vrai réchauffement de la Terre ou est-ce que ce n'est pas un problème d'extension urbaine? Et donc, ils ont voulu, avec leur méthode, reprendre tout ça et puis faire leur propre estimation de l'évolution de la température de la Terre. Et puis, en fait, ils sont arrivés aux mêmes conclusions que les groupes. Donc, ils étaient sceptiques dans le bon sens du terme. Hein, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas sûr, je me pose la question, je regarde, mais sans nier la réalité. Et voilà. Et ensuite, ils ont développé un site web qui est vraiment très bien fait, où on peut aller regarder l'évolution des températures aux endroits qui nous intéressent dans le monde. Voilà. Donc, si ça vous intéresse de creuser, je vous encourage à aller regarder ce site-là. Alors, donc, ces différents groupes font des estimations sur l'incertitude qu'ils donnent. Hein. Ils donnent leur meilleure estimation de la température en fonction du temps, mais ils donnent aussi une estimation de l'incertitude. Et donc, globalement, vous voyez que c'est toujours les différentes lignes, c'est les différents groupes, et puis c'est les estimations des incertitudes des températures, justement, qu'ils ont fait avec des méthodes où ils ont simulé plusieurs états de l'atmosphère, et puis ils regardent comment ils arrivent à contraindre, avec les mesures qui sont disponibles, comment ils arrivent à contraindre cet état de l'atmosphère. Et donc, voilà, et en combinant tout ça, ils arrivent à faire cette estimation-là. Et donc, en gros, ça veut dire que à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, l'incertitude sur la température moyenne de la Terre est de l'ordre de 1/10 de degré, et puis aujourd'hui, elle est de l'ordre de 3 centièmes de degré. Donc ça, c'est ça qui est fait avec les meilleures méthodes possibles. Et en fait, voilà un petit peu donc les estimations de ces différents groupes. Hein. Je vous dis qu'ils travaillent de manière
relativement, oui, il travaille de manière indépendante, et donc pour en déduire ce graphe qui montre une température relativement stable pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, une augmentation des températures au début du XXe siècle, une stabilisation à nouveau, et puis une forte hausse des températures à partir typiquement de 1970. Donc tout ça, finalement, c'est le grand message. Hein. Finalement, la température, voilà, les messages sur la température moyenne de la Terre, c'est ceux-là. En fait, ils sont tous assez cohérents. Et en fait, un truc qui est un peu surprenant, c'est quand même ça, quand je dis c'est assez surprenant, dans le sens où aujourd'hui les modèles de climat ne sont pas tellement capables d'expliquer pourquoi il y a eu cette hausse des températures, en tout cas l'ampleur de cette hausse. C'est-à-dire que les modèles de climat anticipent bien qu'il y a eu une hausse des températures à cette période-là, mais pas du tout avec le même ordre de grandeur. Donc on peut se poser des questions. Et justement, là, il y a eu un résultat qui, là, pour le coup, est très récent, hein, parce que c'est un article qui a été publié en 16 octobre. Enfin, non, il a été accepté le 16 octobre, mais il a été publié au mois de novembre, donc c'est vraiment tout récent. Et justement, il est revenu, il a fait à nouveau une analyse des températures sur les océans. Il a trouvé encore des biais supplémentaires, c'est-à-dire que quand on regarde un peu l'estimation de hausse des températures sur cette période-là, sur les terres en orange et sur les mers en bleu, on trouve vraiment que c'est surtout les choses, ce qui se passe sur les océans qui est vraiment très bizarre. Et en essayant de corriger ça, en fait, ils ont dit, mais non, en fait, il n'y avait pas ce biais froid tout à fait au début. C'est un résultat qui est très récent, hein, donc de toute façon, les résultats en sciences, avant qu'on dise que oui, c'est une certitude, il faut que ce soit reproduit par d'autres groupes. Mais enfin, il y a quand même, voilà, il y a des résultats récents qui semblent dire que finalement, cette augmentation des températures qui a été quand même assez significative au début du XXe siècle, peut-être que c'est simplement un artefact de mesure. Et tout à l'heure, quand je disais que les différents groupes font des estimations de manière assez indépendante, c'est indépendant dans la méthode de traitement des données, n'empêche que les taux de données qu'ils utilisent en entrée sont un petit peu les mêmes, et donc s'il y a un biais sur les mesures, ils vont se retrouver avec un biais similaire de ça. Voilà, donc pour vous dire que, en fait, ces histoires de température, d'estimation de la température moyenne de la Terre, depuis 1950, il y a vraiment beaucoup d'observations qui sont faites avec des protocoles qui sont réellement standardisés, donc les incertitudes sont très faibles. Si on regarde avant 1950, c'est plus compliqué. Il y a plus d'incertitudes, et du coup, il y a encore des travaux qui sont faits. Vous voyez, il y a encore des articles qui sont publiés sur cette question-là. Alors, jusqu'à présent, là, je vous ai parlé de l'observation des températures donc en surface, hein, à l'endroit où on vit, donc à température de l'air à 2 mètres ou température de surface des océans. Normalement, sur les océans, c'est à peu près la même chose. Maintenant, on peut s'intéresser aussi à la température, par exemple, en profondeur des océans. Et donc là, il y a tout un système qui s'appelle Argo. Et donc, c'est des bouées, hein, donc vous avez une photo ici, qui, elles, pour le coup, elles ne vont pas rester en surface. En fait, elles vont descendre, enfin, elles passent en surface. Ensuite, elles vont descendre à 2000 mètres de profondeur. En descendant, elles vont mesurer la température. Ensuite, elles vont remonter de manière automatique. Hein. Et puis, quand elles arrivent en surface, elles vont transmettre par satellite les mesures qu'elles ont faites. Et vous voyez qu'en fait, il y a plusieurs milliers de bouées automatiques. Là, pour le coup, c'est des bouées de recherche, hein, pour permettre de comprendre l'état des océans. Et donc, vous voyez, voilà la position. Alors, pareil, hein, c'est au 23 octobre, mais d'un jour à l'autre, les bouées ne sont pas exactement au même endroit. Et donc, voilà, l'ensemble de ces bouées nous permettent de faire un petit peu la même chose que ce que je vous ai montré jusqu'à présent, mais là, on n'a plus de problème d'étalonnage, de se poser des questions sur est-ce qu'on a les mêmes protocoles. Les bouées, au moment où elles ont été mises au point, construites, hein, il y a eu une très très grande attention qui a été portée sur le fait de faire des mesures vraiment très précises. Donc il y a beaucoup moins d'incertitudes. Et puis vous voyez aussi qu'elles sont réparties vraiment de manière pas uniforme, mais enfin quand même, elles couvrent assez bien tous les océans. Donc il y a moins d'incertitudes sur l'estimation.
Et donc là, ce que je vous montre ici, en fait, c'est donc depuis, alors ça fait pas très longtemps que ça existe, hein, depuis une vingtaine d'années, toujours les anomalies de température dans les océans, alors en surface, enfin proche de la surface ici, et puis en profondeur jusqu'à 2000 mètres. Et donc ce que vous voyez, c'est que c'est essentiellement, c'est surtout l'océan en surface qui s'est réchauffé, hein. Le signal, il est beaucoup plus fort ici qu'en profondeur. La chaleur met du temps avant d'aller en profondeur. Et donc le signal est moins fort. Alors, bien évidemment, là encore, c'est une moyenne, hein, mais c'est pas, il peut y avoir des variabilités spatiales importantes. Il y a des endroits où l'eau de surface se mélange rapidement avec la profondeur. Donc, l'anomalie de température en surface se propage rapidement en profondeur du fait du mélange vertical de l'océan. Il y a d'autres endroits où l'océan est beaucoup plus stratifié, où donc là, dans la profondeur, on ne voit aucun signal parce que l'eau qui existe à cet endroit-là, c'est de l'eau qui n'a pas été en contact avec la surface depuis très longtemps. Je ne peux pas ne pas vous parler un peu de satellites, hein. Vous savez que c'est un peu mon dada, c'est là-dessus que j'ai fait ma carrière. Donc, donc les satellites, en fait, nous permettent de mesurer la température des océans, simplement parce que la surface de l'eau émet un rayonnement infrarouge et émet un rayonnement infrarouge en fonction de la température. Donc finalement, on va mesurer ce rayonnement infrarouge qui est mesuré qui est émis par la surface, et puis on va en déduire finalement la température de la surface. Alors c'est pas si simple que ça, parce que quand même sur le trajet, il y a des molécules qui vont absorber une partie du rayonnement infrarouge, en particulier la vapeur d'eau, donc il faut corriger ça. Il y a aussi éventuellement des aérosols qui, pareil, vont avoir un impact sur le signal mesuré par le satellite qu'il faut corriger. Et puis surtout, il y a des nuages. Et en fait, quand il y a des nuages, en fait, on est à peu près opaque. En tout cas, avec l'infrarouge, les nuages sont opaques au rayonnement infrarouge. Et par conséquent, quand il y a des nuages, on ne peut pas utiliser cette technique-là pour observer la surface. Bon, n'empêche qu'on fait ça, hein. Et puis là aussi, il y a des comparaisons qui sont faites avec les bouées. Et donc, ça permet de voir, en fait, on calcule un petit peu, on fait une estimation du bruit de mesure. Et donc, on arrive à en déduire que le bruit de mesure, il est de 2 dixièmes de degré et sans biais. Donc finalement, c'est vraiment l'observation satellite nous permet d'avoir une information très fiable sur la température de surface des océans, pas en profondeur, hein. On voit vraiment que la surface de surface. Voilà, en fait, alors on se dit, tiens, à quoi ça sert, puisque finalement il y a déjà les bouées. En fait, les bouées, elles ont beau être nombreuses, si on a envie d'avoir des structures fines, hein, comme ce qui est montré ici, là je vous montre un petit peu l'image où on voit le Gulf Stream, hein, le courant qui longe les côtes des États-Unis, puis ensuite qui va traverser l'Atlantique, avec un certain nombre de mélanges, le mélange entre les océans, les eaux tropicales et puis les eaux polaires. Donc il y a tout un tas de structures qui, même si on a pas mal de bouées, on ne peut pas vraiment voir ces structures-là, et donc c'est vraiment utile d'avoir cette vision de type imagerie. Pour finir sur les satellites, non, c'est pas finir, mais là, je vous ai dit, sur mer, la température de surface de la mer, elle est très proche en fait de la température de l'air. Donc finalement, on a une information, enfin, la mesure de satellite de cette température de surface est intéressante à des fins météorologiques. Sur Terre, c'est très différent parce que en fait, le sol, et en particulier le sol, lorsqu'il est chauffé par le soleil, peut être beaucoup plus chaud que l'air qui est au-dessus. En fait, dès qu'il y a des rayons du soleil, vous allez chauffer vraiment la peau, le premier micron, voire millimètre de la surface, à des températures qui sont bien supérieures à celles de l'air qui est au-dessus. Donc en fait, les observations par satellite sur les terres sont pas utiles en fait, pour connaître la température de l'air qui est juste au-dessus. Elles peuvent nous renseigner sur autre chose, hein. Elles peuvent nous renseigner en particulier sur l'humidité aussi, hein, parce que justement, le réchauffement de la surface avec le soleil va dépendre de l'humidité de la surface. Mais voilà, ce n'est pas fait pour ça. Et quelquefois, je vois passer, oh là là, regardez, en Espagne, il a fait 60 degrés, c'est observé par satellite, il a fait 60 degrés, c'est complètement dingue. Non, mais attendez, ça c'est la température du sol, c'est pas du tout comparable à la température de l'air, donc il faut être un peu prudent dans les messages qui sont portés. Et donc, pour le coup, pour les satellites, par contre, nous renseignent aussi
sur l'observation sur l'atmosphère, hein, sur la température de l'atmosphère. Alors, la difficulté, c'est que le satellite ne va pas vous donner la température de l'air juste sur les premiers mètres. À chaque fois, en fait, ce sont des températures sur des couches qui sont assez épaisses, suivant le canal, suivant la longueur d'onde à laquelle vous allez travailler. En fait, ça va vous permettre de voir plutôt le haut de l'atmosphère, plutôt la moyenne à 10 km ici, ou plutôt la couche basse. Mais vous voyez que la couche basse, c'est quand même quelque chose qui varie entre la surface et puis 10 km d'altitude. Donc, du coup, l'interprétation est un petit peu compliquée quand même, parce que voilà, on ne sait pas exactement à quel niveau on est en train de regarder les choses. Mais enfin, n'empêche que il y a bien sûr des études pour suivre cette évolution de la température de l'atmosphère. Et donc voilà, par exemple, une série temporelle hein, qui est obtenue par ce groupe, là, University of Alabama à Huntsville, qui fait ça depuis longtemps. Alors c'est compliqué. Hein. En fait, on voit, ces observations par satellite montrent bien la hausse des températures, mais une hausse qui est plutôt plus faible que celle qu'on observe en surface, avec des variations interannuelles qui ne sont pas tellement corrélées avec celles de la surface, pour des raisons qui ne sont pas très bien comprises objectivement. Alors on sait qu'il y a des biais, enfin la mesure est difficile, on sait qu'il y a des biais intersatellites, on sait que les satellites ils ne vont pas faire la mesure toujours à la même heure, et donc évidemment il y a un réchauffement en journée, un réchauffement qu'il faut prendre en compte, et ça induit des biais. Mais bon, voilà, on a ça, mais on ne sait pas très bien, on a moins confiance, en tout cas les climatologues, ont moins confiance dans ces séries temporelles qui on le sait, sont plus bruitées, avec plus de biais que les observations au sol. En particulier, les observations au sol, je vous ai dit, hein, depuis les années 50, on est à peu près sûr de ce qu'on fait. Si on avait des satellites avant les années 50, ça serait vachement bien, mais malheureusement, il n'y avait pas, quoi. Alors voilà, donc du coup, on met tout ça ensemble, et donc il y a cette série temporelle un petit peu iconique, hein, qui montre que donc, cette hausse des températures au début du siècle, stabilité, et puis depuis typiquement 1970, vous voyez qu'on a une hausse des températures. Si on regarde la moyenne 1970-2010, on est à 0,18 degrés par décennie. Et puis, en fait, les années récentes sont tout au-dessus. C'est pour ça que la moyenne était faite, enfin, la pente était calculée uniquement sur 1970-2010, parce qu'il y a quand même des indications que là, récemment, il se passe quelque chose. Enfin, récemment, sur la dernière décennie, il se passe des choses un petit peu différentes. J'y reviendrai dans la fin de mon exposé. Alors, ceci dit, quand on fait ça, c'est peut-être un peu trompeur. Enfin, c'est trompeur parce qu'il y a des énormes hétérogénéités spatiales. Alors, pour la première hétérogénéité spatiale, en fait, c'est le fait que les terres se réchauffent beaucoup plus vite que les océans. Vous voyez que si on fait la même figure, mais cette fois en séparant les océans en bleu et les terres en rouge, et qu'on regarde à nouveau ce qui se passe surtout depuis 1970, vous voyez que depuis 1970, on est à presque 0,3 degrés de réchauffement par décennie sur les terres, et puis sur les océans, 0,11 degrés par décennie. Donc déjà, en fait, il y a une énorme différence entre les deux. Mais alors, et pourquoi ça? C'est parce que les océans, en fait, absorbent la chaleur dans le fond des océans, et finalement, cette absorption, le fait qu'il y ait du mélange dans l'océan, permet d'adoucir le réchauffement en surface, voilà, avec ce mélange d'air. Sur les terres, il n'y a pas du mélange de la terre des 10 premiers centimètres avec la terre à 10 mètres de profondeur, et par conséquent, le réchauffement est plus rapide. Puis d'autre part, en fait, l'autre grand signal, hein, c'est vrai vraiment que les hautes latitudes se réchauffent beaucoup plus vite que les basses latitudes. Hein. C'est même complètement dingue. Vous voyez que si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau du nord de la Sibérie, du nord du Canada ou du Groenland, là, pour le coup, on dépasse le 0,6 degrés par décennie. Donc presque, enfin voilà, pratiquement 1 degré par décennie dans ces régions-là. Donc un réchauffement qui est 5 fois plus vite que le réchauffement sur l'ensemble de la planète.
Alors bon, le titre de mon exposé, c'était sur la hausse des températures sur les derniers 200 ans. Je pense que c'est bien quand même de mettre un petit peu ça en perspective, et donc j'ai juste 2 planches pour justement mettre en perspective cette hausse de température qu'on a observée sur les derniers 200 ans par rapport à ce qu'il y avait avant. Alors avant, justement, on n'avait pas de thermomètre, hein, donc comment on fait? En fait, on va utiliser alors, ce que les climatologues appellent des proxys. C'est-à-dire, les proxys, ce sont des caractéristiques physiques de certaines choses dans l'environnement qui permettent de reconstituer les conditions climatiques du passé. Alors là, on va regarder les températures, mais les conditions climatiques, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être les précipitations, ça peut être l'occurrence de crues, enfin voilà, ce genre de choses. Ou par exemple, la vitesse des courants marins au fond des océans, c'est des choses sur lesquelles il existe des proxys qui nous permettent d'estimer ça. Alors, c'est quoi les proxys pour avoir la température? Typiquement, enfin, un truc qui est très classique, c'est des cernes d'arbres. Les arbres vont pousser plus ou moins vite suivant la température. Alors, pas la température de toute l'année, mais surtout la température du printemps et de l'été, à condition seulement qu'il n'y a pas de limitation liée à l'eau, hein, donc il faut aller choisir un peu les arbres où on sait que l'eau n'a pas été un facteur limitant de la croissance et que donc c'était bien la température qui était le facteur limitant. On peut aller regarder, en fait on peut faire aussi alors un truc qui est plus juste la physique, c'est les sondages géotechniques. En fait on fait un trou dans le sol. En fait, et on mesure la température en fonction de la profondeur. Et en fait, lorsqu'il y a eu une température en surface, cette température, cette chaleur finalement est descendue progressivement en profondeur. Et donc, plus on va profond, finalement, plus on arrive à estimer la température loin dans le passé. Alors, il faut déconvoluer tout ça, mais n'empêche que, voilà, on peut faire ça. On peut mesurer finalement directement la température et déconvoluer les signaux pour en déduire la température dans le passé. On peut faire des sondages, aller chercher des carottes de sédiments au fond des lacs, et puis on regarde un petit peu le type de pollen qu'il y avait, et donc ça nous renseigne sur le type de végétation qui poussait à l'époque, et par conséquent la température qu'il faisait. Et puis les foraminifères, c'est un petit peu la même chose, c'est des coquilles d'organismes qui vivaient en surface des océans, et le type d'organisme qui vivait en surface des océans dépendait de la température, et donc finalement ça nous permet de reconstituer là aussi en faisant un carottage des sédiments au fond des océans le type d'animaux qui vivaient et par conséquent la température. Et enfin, il y a une méthode qui utilise les isotopes de l'oxygène. Alors, les isotopes, c'est dans un atome, par exemple l'oxygène, il y a 8 protons et normalement il y a 8 neutrons, mais il existe des atomes sur lesquels l'oxygène avec plus de neutrons. Et donc c'est aussi de l'oxygène, mais il est un peu plus lourd. Et en fait, on s'est aperçu que lors des transferts justement entre l'air et différents matériaux, et bien ces transferts des différents isotopes vont dépendre de la température. Et donc si on regarde un petit peu la concentration isotopique, donc la concentration relative des différents isotopes de l'oxygène dans les matériaux, et ben ça peut nous renseigner sur la température qu'il faisait à l'époque. Alors voilà, ici vous avez une carte, alors elle n'est pas terrible, ma carte, vous connaissez peut-être ici l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe est là et l'Afrique est là. C'est les endroits en fait où on a des informations justement, enfin, où il y a ces fameux, on a pu avoir une collection de ces différents proxys qui nous renseignent sur les températures, du passé. Et donc voilà un petit peu, alors à nouveau, il y a quand même des incertitudes qui sont plus importantes que lorsqu'on a des thermomètres, mais voilà un petit peu ce que ça donne, donc les résultats de ces études. Il y a énormément de travaux, c'est ce qu'on appelle la paléoclimatologie. Donc si on regarde la période actuelle, enfin la période industrielle, depuis 1900 avec cette hausse des températures qui est très marquée, si on regarde un petit peu, j'ai appelé la période historique, typiquement entre l'an 1000 et puis le présent, eh bien, les différents proxys nous disent que, bon, il y a peut-être eu une diminution sensible de la température,
mais de quelques dixièmes de degrés pendant cette période-là. Mais en gros, il ne s'est pas passé grand-chose. Tendance au refroidissement, mais avec des variations qui se comptent en dixièmes de degrés et qui ne sont pas du tout similaires au réchauffement récent qu'on a aujourd'hui. Et alors ici, c'est sur la partie gauche de la figure, c'est encore plus loin dans le passé, ça va jusqu'à 10 000 ans. Alors en fait, il y a 10 000 ans, on est sorti d'une période glaciaire. Donc là, il y a eu un réchauffement il y a moins 20 000 ans et il y a moins 10 000 ans. On a eu un réchauffement qui était très important. Je vais y revenir dans un instant. Et puis on pense qu'on est passé par un peu un optimum. Et puis ensuite, cette lente décrue des températures. Attention, que là, on regarde ce qui se passe sur 10 000 ans, alors qu'ici, on regarde seulement ce qui se passe sur 1000 ans. Donc il ne faut pas du tout, les échelles temporelles ne sont pas les mêmes, donc il faut faire attention à la pente. Mais donc on retrouve un petit peu cette tendance au refroidissement, mais avec un signal qui est seulement de quelques dixièmes de degrés. Donc tout ça nous conforte sur le fait de dire que sur les derniers 10 000 ans, le réchauffement actuel est complètement inédit. En tout cas, c'est ça que montrent ces fameux proxys. Puis alors là, sur la partie droite de la figure, vous avez quelque chose, une mise en perspective qui est encore plus longue dans le temps. Je ne vais pas y passer trop de temps, mais donc, en fait, il y a trois choses qui sont regardées. Il y a la première colonne ici, ce sont les niveaux de CO2. La deuxième colonne, c'est à quelle vitesse la concentration de CO2 a évolué dans le temps. Et puis, sur la colonne de droite, ce sont des estimations de la température moyenne de la Terre sur cette période-là. Donc, on dit que la période industrielle, la période récente, là, avec une augmentation très rapide de la concentration du dioxyde de carbone, vous voyez plus de 100 ppm sur 100 ans, quelque chose qui ne s'était jamais vu dans le passé. Par contre, les niveaux de CO2 qu'on a ne sont pas anormaux dans le passé. Vous voyez que sur cette période-là, alors ici, le bas de la figure, c'est il y a 50 millions d'années. Donc c'est quand même pas du tout la même période. Mais là, on avait effectivement des niveaux de CO2 qui étaient bien supérieurs à l'actuel. Et au contraire, si on regarde là, c'est la période du dernier maximum glaciaire. Donc typiquement, il y a 20 000 ans. Donc il y a 20 000 ans, on avait des niveaux de CO2 qui étaient beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui. Et donc si on regarde un petit peu les températures qui dépendent du CO2, mais d'autres choses aussi. Donc le CO2 n'est pas le seul moteur du climat. Donc vous voyez qu'il y a en fait une période un peu historique. Là. Typiquement, ça c'est les grottes de Lascaux ont été peintes sur cette période-là. Et bien la Terre était plus froide de 5 à 7 degrés à cette période-là. Et si on remonte par contre beaucoup plus loin dans le passé, je vous ai dit 50 à 50 millions d'années, et bien là pour le coup, on pense que la Terre était beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui, de au moins 10 degrés, voire jusqu'à 18 degrés. Donc il n'y a pas de doute que la Terre a connu des variations de température qui sont beaucoup plus fortes que celles qu'on a vécues, mais simplement sur des périodes de temps qui sont beaucoup plus longues. Alors maintenant, je vais aller creuser un petit peu plus justement le réchauffement qu'on a aujourd'hui. Et en fait, ça c'est un petit film que je vais démarrer dans un instant. En fait, ce film, il vous montre les anomalies de température. C'est-à-dire qu'à un endroit donné, on a la température normale, finalement, à un endroit donné. Alors la normale, on la calcule simplement en faisant une moyenne sur une période de 30 ans, par exemple. Et puis, on va regarder quelle est l'anomalie à différents endroits sur la Terre, mois par mois. Donc je démarre ma figure. Donc au début, on part d'un truc où on est centré sur 0, avec, voilà, quelquefois, on peut avoir des mois qui sont 2 degrés plus froids, des mois qui sont 2 degrés plus chauds, voire 4 degrés. Et donc vous voyez qu'il y a le temps qui défile. Maintenant, on est en 1997, là. Et donc vous voyez qu'il y a cette évolution des températures, des anomalies qui vont vers la droite. Pas de surprise, j'espère. Il y a eu, ça va, je vous ai expliqué que la température se réchauffe, donc c'est normal que la distribution des températures aille vers la droite. Mais ce qui peut paraître plus surprenant, et ça va être ça que je vais essayer de discuter ici, c'est que vous voyez que là où on avait une distribution qui est très piquée, c'est-à-dire que pratiquement, 90% des anomalies de température étaient entre moins 2 et plus 2 degrés, vous voyez que cette distribution, elle s'élargit. Comme si finalement les extrêmes
devenait plus fréquent. Et ça, bon, là, en bas, c'est un petit peu la même chose. Hein. C'est toujours cette distribution de température. Alors ça, là, c'est simplement dans l'hémisphère nord et puis seulement en été. Et on retrouve ce truc-là, hein, que bon, bah, y a le décalage vers la droite de ces anomalies, de ces distributions des températures, parce qu'en moyenne, il y a un réchauffement, mais il y a aussi cet élargissement des distributions, et donc qui semble indiquer que bah, les extrêmes deviennent plus fréquents. Enfin, en tout cas, la première manière d'interpréter ça, c'est de dire, bah, tiens, ouais, finalement, le climat devient plus variable. Et en fait, je vais vous montrer que ce n'est pas le cas. Alors, c'est une analyse que j'avais faite, hein, toujours en utilisant ces données-là. Donc là, je reprends un petit peu la même chose, hein, simplement que je regarde 5 périodes de 10 ans, hein, la décennie 70-80, 80-90, et ainsi de suite. On retrouve bon, bah, ce qui est attendu, toujours ce décalage vers la droite, et puis cet aplatissement des distributions. Alors, si on regarde la même chose en échelle logarithmique, hein, bon, je ne sais pas si enfin, l'échelle logarithmique, c'est simplement que sur la droite, hein, la figure, elle regarde, enfin, il y a un facteur 10 entre là et là. D'habitude, sur une échelle linéaire, quand on bouge un facteur 10, on bouge de beaucoup, là, on bouge un peu moins. Et ça, en fait, ça permet de mieux mettre en évidence des choses qui sont très peu fréquentes. D'accord, vraiment les anomalies extrêmes. Hein, et donc, effectivement, vous retrouvez bien que si on regarde un peu les extrêmes, qui sont sur les parties droite et gauche de la figure, eh ben, vous voyez que les anomalies chaudes sont devenues 5 fois plus fréquentes. Hein. Typiquement, si vous dites, tiens, ben, quelle est la probabilité d'avoir plus 7 degrés, eh ben, le plus 7 degrés, vous voyez qu'avant, la probabilité était de 10-4, et puis elle est passée à 10-3, et donc cette probabilité a été multipliée par un facteur 5. Et puis à l'inverse, si on regarde les anomalies froides, eh ben, c'est dans l'autre sens, hein, les anomalies froides sont devenues moins probables en fait. Bon, maintenant, le problème c'est que là, on est en train de regarder l'ensemble de la Terre, enfin, ouais, toutes les terres émergées, et en fait, on sait qu'il y a des zones qui se réchauffent plus vite que d'autres. Et donc, peut-être que ce qu'on est en train de voir, là, ce n'est pas tellement qu'une variation à un endroit donné que les extrêmes deviennent plus fréquents, mais le fait qu'il y a des régions qui deviennent plus chaudes que d'autres, plus vite que d'autres. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai normalisé région par région, c'est-à-dire que j'ai retiré finalement l'augmentation de la température, qui est différent selon les régions. Et donc, quand on fait ça, vous voyez que finalement, cet aplatissement des distributions disparaît pratiquement complètement. Donc l'aplatissement est très fortement réduit, et pareil, si je regarde en échelle log, eh ben, il se passe vraiment plus grand-chose. Et donc du coup, ça m'a permis de conclure, et c'était pas évident au début, hein, je me posais vraiment bien la question, que en fait, cet aplatissement des distributions, il est simplement lié au fait que dans ce travail, eh ben, on mélange des zones qui sont au nord qui se réchauffent extrêmement vite, et puis des zones dans les tropiques qui se réchauffent moins vite. Et donc, du coup, les anomalies des températures, enfin, les distributions des anomalies, en fait, sont liées beaucoup au fait qu'on est en train de mélanger des zones qui se réchauffent plus ou moins vite. Voilà. Et du coup, une fois qu'on a corrigé cet effet-là, eh ben, en tout cas sur les températures, il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas d'indication, en français, qu'il y ait une augmentation de la variabilité du climat. En altitude, il se passe des choses aussi. Alors, pareil, autant on a beaucoup d'observations à la surface, autant en altitude on a moins de choses. Alors, on peut quand même se servir. Alors, il y a plusieurs techniques, hein, suivant le niveau d'altitude qui vous intéresse. Finalement, dans les premiers 10-20 km, il y a des radiosondages. Hein, simplement, en gros, on prend un thermomètre, on le met sous un ballon, et puis il monte dans l'atmosphère, et on regarde comment la température de l'atmosphère évolue. Et puis, si on regarde plus haut, on a des techniques où on utilise la radio-occultation, des satellites qui se parlent avec des ondes radio. Et puis, d'autre part, il y a les satellites infrarouges dont je vous ai parlé déjà brièvement tout à l'heure, qui nous permettent de sonder justement l'atmosphère à différents niveaux. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve? Eh ben, on trouve ça, finalement, que le réchauffement... on trouve qu'il y a un réchauffement
dans la partie moyenne de l'atmosphère. Le maximum de réchauffement, il est vers 300-400 hectopascals, donc en gros c'est à 7-8 km. Et puis au contraire, dans la stratosphère, en fait, on a un refroidissement dans les parties élevées de l'atmosphère, typiquement 20-25 km. Alors ça dépend de la latitude. Cette figure, elle va du pôle sud ici à l'équateur, au centre, et puis au pôle nord là. Donc vous voyez que ce n'est pas tout à fait pareil. Enfin, en particulier, le refroidissement qu'on observe dans la stratosphère, il est plus bas au pôle parce que justement la stratosphère descend au plus bas au pôle. Et ça, finalement, c'est le fait que la stratosphère se refroidit et que la troposphère, les parties basses de l'atmosphère se réchauffent, c'est quelque chose qui est parfaitement attendu avec la théorie de l'effet de serre. Et c'est un élément supplémentaire en fait, qui confirme la théorie. Alors, je vais deux planches pour parler de ce qui se passe récemment. Là, on est en train un peu de sortir du climat, parce que vous avez souvent entendu dire le climat, c'est la moyenne sur des décennies, tout ça. Et là, je regarde un petit peu seulement ce qui se passe sur les quelques dernières années. Et en fait, il se passe des trucs sur les quelques dernières années. Si on regarde, en fait, depuis juin, en fait, là vous avez une figure qui vous montre, en fonction du mois de l'année, donc janvier à décembre, les anomalies de la température moyenne globale sur différentes années. Et en fait, vous avez 2023 qui est en orange et puis 2024 qui est en rouge. Et en fait, vous voyez que à partir en juin 2023, déjà, on avait un record. C'est-à-dire que le mois de juin n'avait jamais été aussi chaud qu'en juin 2023. Puis pareil en juillet, pareil en août, pareil en septembre, tac. Et puis après, quand 2024 a commencé, on a rebattu les records de 2023 et ainsi de suite. Donc en fait, depuis juin 2023 et jusqu'à août 2024, chaque mois était un record. C'était vraiment, chaque mois était un record. Et en fait, quand on regarde sur cette distribution, c'est un petit peu la même chose. Simplement, vous avez des lignes. Là, pour le coup, il y a toutes les années, alors que là, il n'y avait que les années les plus chaudes. Il y a eu les 2 dernières années, et puis deux années qui avaient déjà été très, très chaudes. Là, vous avez toutes les années avec les années anciennes qui sont en bleu, les années récentes qui sont en rouge. Et vous voyez que quand même, les 2 années récentes, on est complètement sorti de la variabilité. C'est-à-dire qu'on avait un réchauffement, et puis tout d'un coup, on a eu un réchauffement qui était nettement... On a battu les records de plusieurs dixièmes de degrés, ce qui ne s'était jamais vu avant. Donc, quand même... voilà, il y a des indications qu'il se passe quelque chose. Quand on regarde l'Atlantique, là vous avez les températures de l'Atlantique Nord, même chose avec toutes les années. Alors vous voyez le cycle annuel, bien évidemment, l'Atlantique il est plus chaud en été qu'en hiver. Pareil, toutes les années, en orange j'avais 2023 et en rouge 2024, et on est complètement sorti de la variabilité naturelle. Enfin, les records ont été très très largement battus, comme si vraiment il s'est passé quelque chose de très particulier en 2023-2024. Et si on regarde la Méditerranée, c'est un peu la même chose. Vous avez, alors là, je n'ai pas les derniers trucs, ma figure elle s'arrête au mois d'août, mais aussi les températures de l'été sur la Méditerranée, mais même de l'hiver ici, étaient très nettement supérieures au record précédent. Alors du coup, c'est logique de se poser la question, est-ce qu'il y a une accélération du réchauffement ? Et en fait, il y a un climatologue qui est très, très connu qui s'appelle James Hansen, qui lui est très favorable à cette hypothèse, qui dit mais si, moi je suis sûr, là maintenant on a suffisamment d'indications que autant entre 1970 et 2010, la température a augmenté de 0,18 degrés par décennie, et en fait maintenant on est sur un rythme qui est plus rapide. Alors comment ça se fait ça ? Il y a plusieurs hypothèses. Il y a une première hypothèse qui dit mais non, c'est juste la variabilité naturelle, et vous allez voir, dès l'année prochaine, on va retomber, alors on ne va pas retomber à des températures comme on avait au milieu du XXe siècle, mais on va retomber à une hausse des températures normales. Peut-être. Peut-être que c'était juste parce qu'il y a eu un événement El Niño, peut-être qu'il y a eu de la variabilité naturelle, mais il y a d'autres hypothèses. Et en particulier, ce James Hansen, il note que finalement, ce réchauffement anormal,
on l'observe surtout dans les moyennes latitudes de l'hémisphère nord. Vous voyez que là, entre 30 et 60 degrés, c'est là qu'il y a ces anomalies très 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 chaudes où ça s'est brutalement réchauffé beaucoup plus que le reste. Et en fait, il met ça en relation avec le fait que depuis quelques années, dans un objectif de lutter contre la pollution, il y a des mesures qui ont été mises en place, enfin des règles, sur le taux de soufre dans le carburant des bateaux. Et donc, ça a changé la quantité d'aérosols dans l'atmosphère. Et ceux qui étaient là à mes cours précédents, ils ont appris, ou peut-être qu'ils savaient déjà, que les aérosols ont un effet refroidissant sur le climat. Donc James Hansen, il dit, tiens, ce qu'on est en train de voir, en fait, c'est que justement, on a mis moins d'aérosols dans l'atmosphère, en particulier dans les moyennes latitudes de l'hémisphère nord. Et donc, il n'y a plus cet effet refroidissant. Et du coup, il y a eu un réchauffement qui a été assez rapide. Donc voilà, c'est ça, pardon, j'aurais pu le montrer avant. Donc l'hypothèse, c'est les nouvelles normes sur les combustibles cargo qui limitent le refroidissement dû aux aérosols. Il y a d'autres hypothèses qui est peut-être que la Chine aussi a mis en place des mesures pour lutter contre la pollution. Même effet, moins d'aérosols, réchauffement plus rapide. Donc ça, c'est de la recherche qui est en cours. Hein. J'insiste sur le fait que c'est une théorie qui ne fait pas consensus. Il y a des gens qui ont pris position pour dire « mais non, c'est pas possible, regarde, mon modèle, il me dit qu'avec cet effet des aérosols, ça ne peut pas être plus qu'un dixième de degré, donc c'est nécessairement autre chose ». Voilà, ça c'est de la recherche qui est en cours pour essayer d'expliquer pourquoi on a eu ces réchauffements très, très importants sur ces dernières années. Et aujourd'hui, on n'a pas la réponse dans le sens où il y a différentes hypothèses, mais il n'y a pas un consensus de la communauté sur cette question-là. Je vais terminer, il me reste 2 planches pour parler, je vais juste parler en 3 minutes de ce qui se passe sur la France. Hein. Donc, sur la France, donc là c'est 1900 à 2024, hein, ici, 2023, pardon. Donc vous voyez que sur la France, on a cette hausse des températures, hein, pareil que dans le monde, mais vous voyez avec une variabilité qui est plus forte, hein, c'est-à-dire que d'une année à l'autre, on peut très bien avoir des températures froides, des températures chaudes, des températures froides, simplement parce que la France est une région qui est petite à l'échelle du monde, donc il y a de la variabilité naturelle, il y a des années où il y a plutôt plus de vent d'ouest, il y a des années où il y a plutôt plus de vent du nord, simplement ça c'est de la météo. Quand on regarde à l'échelle du globe, ces effets-là, ils sont moyennés. Hein, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a une année où la France va être un petit peu plus froide que la normale, mais dans le même temps, les États-Unis vont être plus chauds, ou l'Australie va être un peu différent. Donc tout ça va se compenser. Donc c'est pour ça que c'est complètement attendu que la variabilité sur les petites régions soit plus importante que la variabilité sur les grandes régions. Et donc j'ai fait sur ce graphe ici, toujours là pour le coup pour les années un peu récentes, hein, ça commence à 1930 sur le récent, les anomalies de température sur la Terre en bleu, et puis les anomalies de température sur la France en rouge. Alors vous voyez que, et après j'ai fait un fit linéaire, hein, simplement voilà, une droite qui passe le mieux possible au milieu des points. Donc vous voyez qu'il y a quand même, puisque les points sur la France en rouge sont quand même très dispersés, il y a quand même plus d'incertitudes. Mais si on regarde un petit peu ce que ça donne, le résultat de mon fit, hein, il me dit que si on regarde sur la période 1970-2023, eh ben, en gros, en global, la Terre s'est réchauffée à 2 dixièmes de degré par décennie. Tout à l'heure, c'était 0,18 seulement, mais ça s'arrêtait en 2010. Hein, donc, si on prend jusqu'en 2023, on est à 0,2 degrés de réchauffement par décennie. Sur la France, on est à 0,4 degrés, avec une incertitude de 4 dixièmes de degré. Donc, c'est 0,4 plus ou moins 0,04. Et si on regarde sur la période la plus récente, hein, 2020-2023, donc on voit un petit peu cette accélération, 2023, c'est un peu cette accélération sur la Terre, et aussi sur la France, mais là, sur une courte période, il y a quand même une très grosse incertitude, donc on ne peut absolument pas affirmer qu'il y a une accélération du réchauffement sur la France, c'est encore à l'intérieur de la barre d'incertitude. Une planche pour les impacts, et juste pour te dire, par exemple, un impact sur la santé, ce sont ce qu'on appelle des nuits tropicales, c'est-à-dire des nuits où la température va rester au-dessus de 20 degrés, ce qui pose des difficultés pour dormir, hein, c'est moins confortable quand il y a ça, quand il n'y a pas ce refroidissement nocturne.
Et donc, finalement, si on regarde un petit peu le nombre de nuits tropicales qu'on avait, donc là, si on regarde sur une période, sur une trentaine d'années, qui est un petit peu, bon, pas complètement anormal, parce qu'il y a déjà une modification pendant cette période-là. Hein, vous voyez qu'il y avait quelques régions, en gros, dans le sud de la France. Hein, enfin, il y avait, dans le sud-ouest, en gros, vous aviez une à 5 nuits par an. Et puis, dans cette partie-là, là, le long des côtes méditerranéennes, vous pouviez aller jusqu'à 20 nuits par an. Et puis, en 2022 et 2024, hein, vous voyez un très, très fort accroissement, avec des choses qui peuvent dépasser 50 nuits, donc pratiquement tout l'été, dans toute cette région-là. On peut regarder ça un peu sur la fraction de la France qui est concernée par ça, c'est-à-dire quelle est la fraction de la France qui a eu une nuit tropicale, au moins une nuit. Donc, ça va en augmentation. Vous voyez qu'en 1983, déjà, il y avait eu un événement un peu particulier, avec la moitié de la France qui était concernée. En 2003, je pense que, vu l'âge moyen dans la salle, tout le monde se souvient de l'année 2003, et donc avec 71% de la France qui avait été concernée. Et puis, en 2019, hein, on a encore dépassé ça, mais surtout, ce qui est important, c'est de voir cette tendance. Et puis, si on regarde un peu les statistiques sur quelques villes particulières, hein, on peut regarder Paris, Toulouse, Nice et Montpellier. Vous voyez qu'il y a cette augmentation qui est vraiment très nette. Je vois pas mal de gens qui prennent des photos de mes planches. En fait, si vous m'envoyez un mail, je vous les envoie. Voilà, et donc quelques points, comme d'habitude, je finis ma présentation avec quelques points qui, à mon avis, sont les points à retenir de ça. Bon, donc voilà, la température, c'est la variable climatique qui est vraiment facile à mesurer, mais n'empêche que si on veut avoir une moyenne de la température de la Terre à mieux qu'1 dixième de degré, ça demande quand même pas mal de travail d'homogénéisation, hein, parce que en fait, les mesures individuelles ne sont pas du tout à ce niveau de précision et qu'il y a des biais. Bon, je pense que ce qui est important, c'est que depuis 1970, les terres se réchauffent, donc les terres émergées à 0,29 degrés par décennie et la surface des océans un peu moins rapidement. Le réchauffement n'est pas homogène, avec en particulier ce qui se passe vers le nord. Le réchauffement sur 1900-1940, je pense qu'il est à peu près certain qu'il y a eu un réchauffement sur cette période-là, mais l'amplitude de ce réchauffement, il est encore objet de controverses. Si on regarde plus loin dans le passé, il y a plus d'incertitudes, hein, mais quand même, je pense qu'il y a une certitude aujourd'hui, c'est que le réchauffement actuel, il n'est jamais arrivé sur les 10 000 dernières années, il n'y a pas eu ce rythme de réchauffement, et on pense même qu'il n'y a jamais eu des températures aussi chaudes sur les 10 000 dernières années, et même en fait sur les derniers 100 000 ans. Voilà, et donc ensuite la recherche qui est un petit peu en cours, hein, c'est ce qui se passe sur l'accélération. Est-ce qu'il y a une accélération aujourd'hui du réchauffement de la Terre? L'interprétation de ce qui s'est passé ces dernières années ne fait pas consensus actuellement. Voilà, et donc c'est de la recherche. Je vous remercie.